li cher ni Christian maj Look maj dak Go ta go Chap ma loge Tuk me de tank nis kamo Lord lid la te ball I will it fu Tuk me maj Tight mo me Careless Wakan clean with top Oups, excusez-moi, j'avais oublié d'activer mon traducteur automatique. Allez, on recommence. Bonjour, amis terriens, ou bonsoir, ou bonne nuit. Tout dépend où vous habitez sur cette belle planète bleue. Alors, aujourd'hui, ça va être ma première tentative de porter un regard extérieur, c'est le cas de le dire, sur les films récents de votre cinéma, ce que vous appelez le 7e art. Chez nous, c'est le 278e,2. Mais bon, nous sommes plus nombreux. En l'occurrence, il s'agit plutôt ici de deux films, qui sont en fait le même film, que l'on considère comme étant deux films, parce que réalisés à deux moments différents. D'ailleurs, même le terme réalisé n'est pas tout à fait vrai, plutôt monté et réalisé à deux moments différents par un réalisateur qui s'appelle chez vous Joss Whedon et Zack Snyder. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Justice League, ce fameux film de l'univers du DC Comics. Je n'ai pas besoin de revenir sur des détails que vous connaissez très bien. Alors, on considère le premier comme étant une bouse, produit de studio, commercial, avec des prétentions purement financières, dépourvues d'authenticité, etc., etc. Le deuxième, lui, étant considéré par les fans de Snyder comme du génie à l'état pur, un authentique produit d'auteur, magnifique visuellement, etc., etc. J'aurai l'occasion de donner mon avis là-dessus. Alors, la question qui se pose ici, elle est surtout de l'ordre, sans mauvais jeu de mots, de justice. En effet, je trouve particulièrement injuste le traitement que l'on fait de l'œuvre de Joss Whedon, enfin du film de Joss Whedon, en opposition à celui de Zack Snyder comme étant une merveille absolue. Il y a là ce que je pourrais appeler une injustice produite par la Ligue des fans de Snyder, sur laquelle je vais essayer d'apporter mon regard extérieur, non dépourvu d'une certaine subjectivité d'alien. Ah oui, au fait, j'ai oublié de me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo d'introduction de la chaîne. Mon nom est Zargoz, l'alien cinéphile. J'adore votre cinéma depuis que mon vaisseau est tombé en panne dans vos parages. Ça m'occupe pendant les réparations. Alors, par quoi commencer? Évidemment, par le commencement, et donc par la question des génériques. C'est bien de commencer par la question des génériques parce qu'elle a focalisé littéralement la polémique entre les fans de Snyder et les plus ou moins défenseurs de la version de Whedon sur l'utilité, la justesse du choix esthétique et narratif dans les deux versions sur le pré-générique et le générique du film, musique comprise. Les fans de la version de Snyder ont littéralement tourné au ridicule les séquences de pré-générique et de générique de la version de Whedon, sans tenter de comprendre une seconde que c'était là l'essence même de la différence des deux approches du sujet. Examinons ce qui se passe dans la version de Whedon, où, contrairement à ce qui s'est dit, mal dit d'ailleurs la plupart des cas, rien n'est superflu ou inutile chez Whedon. Cela constitue bel et bien la présentation d'un point de vue, une introduction au propos central de Whedon, à savoir la primauté du sort des humains, en lien avec les enjeux de l'action des dieux et demi-dieux, ce qu'on va appeler les super-héros dans le genre. Alors bien sûr, il y a la courte séquence de pré-générique chez Whedon, la fameuse séquence tournée par un téléphone portable par des enfants qui interviewent Superman après ce qui semble être une intervention de sauvetage. Et bien entendu que ça a une utilité. Ça montre l'inscription parfaite de Superman, un dieu parmi les hommes, dans le quotidien, tout à fait normalisé des rapports entre lui et les humains, et ainsi même dans l'imaginaire et le quotidien des enfants. C'est la définition même du personnage de Superman depuis qu'il a été créé dans les années 30.
C'est l'équivalent de la place de Aquaman dans le village de pêcheurs, dans la vie des pêcheurs. Comment il est inscrit dans leur, à la fois dans leur mythe, mais également dans leur quotidien. Je vous signale qu'ils tapent la bonne franquette avec eux, hein, qu'ils se saoulent avec eux dans la taverne. Ça veut quand même dire la place, le mélange que pose Whedon entre mythologie et vie quotidienne, vie normalisée. Ensuite, le générique démarre sur un mouvement de caméra sur les toits d'une ville nocturne qu'on va vite reconnaître comme étant Gotham. Et là, on voit, très belle image d'ailleurs, des pigeons en train de faire leur vie, sur la une de journaux annonçant la fin de la mort de Superman, bien sûr. Il y a une image là de tristesse absolue, rien qu'en sur ce plan sur les pigeons. Et puis très vite, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une intervention de Batman pour interrompre un cambriolage. Le cambrioleur étant d'ailleurs un acteur que j'aime beaucoup parmi vous les terriens. Il s'agit de Holt McCallany, qui n'a pas eu, à mon avis, la carrière qu'il mérite et qui explose en ce moment dans Mindhunter. Donc c'est dommage qu'il n'ait apparu que sur cette séquence très courte de pré-générique. Voilà. Alors, que nous dit cette séquence, contrairement à toutes les critiques que j'ai pu lire ou entendre, qu'elle était inutile, qu'on ne comprenait pas, nanani, nanana. En réalité, elle nous dit tout simplement que la vie et la mission des super-héros continuent, malgré la mort de Superman, mais qu'elle va s'inscrire, on va le comprendre un peu plus tard dans ce que je veux dire, dans le quotidien des humains. C'est-à-dire que les super-héros protègent les humains des humains. Les vilains sont des humains, et non des super-vilains à caractère déique, si vous voulez. Là, et c'est le propos du film, il n'y a qu'un dieu qui peut combattre les dieux, à savoir Superman. C'est d'ailleurs à la fin de cette séquence, quand Batman va être confronté à l'un des éclaireurs des hordes de Steppenwolf, et qu'on va entendre le cambrioleur dire mais globalement qu'est-ce qu'on va devenir? Superman n'est plus là. What was that? A scout. From space. Même le cambrioleur comprend qu'il s'agit d'une menace qui dépasse très largement la question du mal et du bien définie par la vie terrestre. It's because they know he's dead, right? Superman. He's gone. Where does that leave us? Et là démarre le vrai générique sous forme de clip. Magnifique générique sur la magnifique chanson de Leonard Cohen, Everybody Knows, qui fondamentalement pose par le propos même ce que je viens de dire sur la vision de Whedon, à savoir le caractère sociopolitique de la place des super-héros dans la vie de la société. Et de ce point, chanté d'ailleurs par... magnifiquement chantée, magnifiquement reprise par la chanteuse norvégienne Sigrid. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit le point de vue des humains par la disparition, notamment et principalement à Metropolis, de Superman, qui les protégeait contre tout, y compris eux-mêmes. Et donc ce désarroi est très très bien rendu à travers ce générique, d'abord au niveau des deux êtres chers qu'il a laissés derrière, à savoir sa fiancée et sa maman. Désarroi magnifiquement joué par sa fiancée, par l'actrice Amy Adams, qu'on crédite quelquefois au générique comme Amy Lou Adams, qui rend magnifiquement la présence humaine de Superman, paradoxalement très présente dans le monde humain. Et puis il y a bien sûr le personnage de sa maman, joué également excellemment par Diane Lane, une très grande actrice oscarisée, qui là encore rappelle que finalement les origines humaines de Superman sont inscrites dans un processus d'adoption. Et ça, cette notion d'adoption par l'humanité est très importante, parce que c'est comme ça que c'est fondu dedans. Et puis l'impact que ça a sur la société, l'anarchie qui s'installe, y compris l'anarchie à caractère politique, puisque là on voit bien les fachos qui attaquent l'épicerie tenue par des musulmans. En l'occurrence ici on voit une maman et son fils, donc la fragilité même. La police fait ce qu'elle peut, littéralement.
Ce chaos, cette crise sociale, ces vilains qui sont humains, qui ne sont plus des super vilains, se répandent dans la société, et l'absence de Superman crie avant tout le désarroi de l'Amérique, le désarroi qui a perdu ce que symbolisait Superman, c'est-à-dire ses valeurs mythiques. Et d'ailleurs, ce magnifique plan sur le SDF avec la petite pancarte I tried, j'ai essayé, c'est-à-dire j'ai essayé le rêve américain, et voilà où j'en suis. Moi, je trouve que c'est d'une puissance absolue, très très loin de la mystico-BD présentée par Snyder. Et puis, ce générique sera, j'en parlerai un peu plus loin, suivi par la séquence à Londres où Wonder Woman continue le job. Et là encore, face à une attaque de banque qui n'a pas de caractère spécifiquement de cambriolage, mais il s'agit là d'un attentat terroriste fomenté par des fanatiques religieux. Ce qui pose bien la question finalement de la place et de l'absence de Dieu dans le fatras humain. Et donc là, on voit bien que les super-héros restants sont à dimension humaine. Ils ont beau être des demi-dieux, comme Aquaman, et presque demi-déesses, comme Wonder Woman, des cyborgs ou des accidents mutants, comme pour Flash et Cyborg, hein, bien sûr. Et puis évidemment Batman qui n'est qu'un humain. D'ailleurs, il y a une séquence dans le film où Flash lui demande quels sont ses super-pouvoirs, et il répond très intelligemment l'argent. En fait, Batman n'est que l'équivalent DC Comics de Iron Man, les turbines en moins. Mais quand il s'agit de faire la guerre aux dieux venus d'ailleurs, il n'y a que Superman qui peut faire le travail. C'est ça le propos de Whedon, c'est-à-dire une vision du film à portée d'humain, c'est-à-dire du point de vue au sens littéral du terme humain. À la différence de Whedon qui se place uniquement au niveau de la mythologie des dieux, et d'ailleurs son cinéma, si on analyse l'ensemble de son cinéma, c'est un peu ça. On a l'impression qu'il filme des hauteurs de l'Olympe. Mais là je vais me faire des ennemis. C'est d'ailleurs le but de la séquence générique de la version de Snyder, poser les choses très haut, très fort, au sens littéral du mot, puisque nous assistons à rien d'autre qu'à la mort de Superman, avec un cri de déflagration qui va résonner au fin fond du cosmos, et nous montrer que finalement ce film est destiné à résonner au fin fond du cosmos. Il place le propos au niveau des dieux, au niveau des méta-humains. Ce n'est pas un propos humain qui est porté sur la question, c'est un propos mythologique. Cette séquence ressemble d'ailleurs un peu à Previously in Batman vs Superman, qui a vocation à dire allez, je rentre vite dans le sujet, et qui d'ailleurs est déséquilibré, puisque en termes de pré-générique, quand on regarde, et j'en parlerai plus loin, l'épilogue, ou plutôt les épilogues de ce film, version Snyder, on se demande bien quel sens il peut avoir, quel sens il donne à la question de l'introduction et de la conclusion, du prologue et de l'épilogue en termes narratifs.